effectivement, toutes ces troupes qu'on a évoquées, majoritairement, très majoritairement, elles viennent de l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique, qu'est-ce que c'est? Alors en soi, c'est pas une véritable armée au sens strict. C'est comme ça qu'on appelle toutes les unités qui sont stationnées en Afrique du Nord, principalement, et par dérivation certaines qui sont sous son commandement indirect dans ce qu'on appelle l'Afrique noire, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. Cette armée, elle est très mixte, autant dans ses types d'unités que dans ses populations. Notamment puisque au départ, les quelques troupes d'occupation coloniale après la conquête de l'Algérie, après les conquêtes de la Tunisie, du Maroc, etc., sont vite raccrochées par des troupes locales, qu'on appelle parfois des tirailleurs, notamment par exemple les tirailleurs qu'on appelle les Turcos, les Turcos, je ne me rappelle jamais comment ça se prononce, qui globalement représentent des tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, ainsi que tout un tas d'autres unités dont certaines sont originaires de l'Afrique du Nord et vont être intégrées par l'armée française, voire reprises par des unités de pieds noirs, ce qui est notamment le cas des Zouaves. Les Zouaves et les Spahis, qui sont à la base des unités locales, qui vont être rapidement suffisamment prestigieuses, même pour les pieds noirs, pour que ceux-ci créent des régiments entiers dans lesquels ils vont être majoritaires, alors qu'à la base c'était censé être des unités locales. D'ailleurs, je vous invite à aller, chers auditeurs, à aller regarder un petit peu les uniformes, pour le coup, de l'armée d'Afrique, puisque avant que les Américains uniformisent tout ça en filant du matériel à la France, les uniformes de Zouaves, de Spahis, de Goumiers sont quand même très très colorés et très Ouais, je vois ça, et, effectivement. et très originaux dans leur coupe. On est très loin de l'uniforme à la carré qu'on voit d'habitude. Les Zouaves, des grands pantalons très amples, en plus sur les couleurs françaises d'avant 14, donc Ouais, rouge bien rouge, ouais. Garance et Pablo Horizon bleu, bref, du beau rouge et du beau bleu qui claque bien. Et donc elle est divisée globalement entre toutes ces unités très différentes, parfois composées de manière mixte, parfois composées exclusivement d'Européens ou exclusivement de coloniaux, donc pour les troupes coloniales, hein, on précise. Et cette armée, ces troupes qui sont à l'intérieur sont assez bien réputées au combat. Alors que ce soit la plus célèbre d'entre elles, quand même, qui a été créée exprès pour la conquête de l'Algérie, il y a de ça maintenant bientôt non pas encore 200 ans, peut-être encore un peu moins, mais on s'en rapproche. On se rapproche tout La doucement, fameuse, l'invincible, celle qui ne se rend jamais, la Légion étrangère, qui est en partie à la base intégrée quand même à l'armée d'Afrique, mais qui ensuite ira sur tous les théâtres d'opération, hein, puisque aujourd'hui c'est même devenu sans doute le porte-étendard de la capacité de force française. On va avoir comme ça pas mal de troupes. Donc ces troupes en 44, elles incluent énormément de pieds noirs qui sont particulièrement mobilisés pour les combats. Et elle inclut donc pas mal de troupes coloniales, on a dit de toute façon les chiffres tout à l'heure. C'est des troupes qui vont être déployées un peu partout. Ces troupes sont traitées malheureusement de manière différente, parfois en fonction de leur composition ethnique. Malheureusement, certains officiers ont parfois des idées qui relèvent quasiment du mythe, dans l'usage même de leurs troupes. Certains conférant notamment par exemple aux tirailleurs sénégalais et aux autres tirailleurs subsahariens une telle absence de résistance au froid qu'il faudrait quasiment les mettre à l'hivernage dans le cas où on serait sur des terrains susceptibles d'avoir de la neige. Donc on est sur du fantasme quand même assez fort, parce que même si c'est des populations qui effectivement n'ont pas forcément l'habitude du grand froid, sont pas non plus enfin des fois on a vraiment l'impression pour certains qu'on parle d'une espèce différente qu'il faudrait traiter différemment. Enfin bon, c'est les mentalités qui ont changé, hein, on le sait tous. Oui. Mais c'est vrai que c'est bien quand même de rappeler un petit peu, surtout vu ce dont on parle. Donc toutes ces troupes qui vont participer, qui sont accessoirement quasiment tout ce qui reste de l'armée d'armistice. Quand on parle de l'armée française, on a tendance à parler avant la défaite et après la victoire. On n'a pas tendance à évoquer ce qui se passe entre les deux. Ouais. Alors qu'il y a bel et bien une armée française, sous Vichy, qui est toujours debout. Elle n'est pas nombreuse, mais elle existe. Et c'est principalement cette armée d'Afrique. En fait, il faut bien comprendre que si Hitler accepte l'existence d'un régime de Vichy, c'est pas pour la bonté de son petit cœur, c'est parce qu'il existe un truc qu'on appelle l'empire colonial français, qui s'étend à ce moment-là sur grosse majorité de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique équatoriale, et que les nazis ne veulent pas que cet empire colonial tombe aux mains des Britanniques. Afin de faire en sorte que ce territoire reste à minima neutre, voire lui soit plus ou moins favorable, ils vont donc autoriser Vichy à conserver une armée, principalement donc en Afrique, et lui autoriser d'ailleurs de garder du matériel. Les chars français les plus connus, hein, notamment certains B1 bis,
les très gros chars lourds qui ont fait tant de dégâts au début de la guerre, vont réussir pour certains à être envoyés en Afrique du Nord. Certains SOMUA, certains R-35 vont réussir à trouver leur chemin comme ça jusque dans l'armée d'armistice en Afrique du Nord. Cette armée, avant le débarquement de l'opération Torch par les Américains en Afrique du Nord, elle est assez relativement peu nombreuse par rapport à ce qu'elle deviendra par la suite, puisqu'elle compte moins de 200 000 soldats, on est entre 150 et 200 000 soldats, en fonction de ce que vous comptabilisez en tout et pour tout comme l'armée d'Afrique. Et elle va monter jusqu'à 350, 400 000 soldats après le débarquement en Provence. Donc elle va quasiment doubler de volume. C'est une armée qui est donc assez efficace, dont les unités sont quand même assez motivées, qui, on l'a dit, va fournir beaucoup de soldats, beaucoup de sacrifices aussi à la libération de la France. Enfin, je pense pas qu'on fera un épisode entier là-dessus, donc je voulais peut-être mettre un petit truc là-dessus. Qui va subir une défaite, un peu humiliante, mais pas aux mains des Américains, lors de l'opération Torch, mais aux mains de la résistance française à Alger. Puisque, oui, la résistance, ce n'est pas que en métropole, c'est ou dans les colonies ou dans les départements d'outre-mer, pour ce qui concerne l'Algérie, puisqu'on le rappelle à l'époque, l'Algérie, c'est 3 départements français. Et il s'avère que sur Alger même, on va trouver dans l'armée d'Afrique près de 15 000 soldats qui sont déployés pour la défense de ce qui est de facto la seule capitale libre de la France. Et ces soldats vont se faire joyeusement mener en bateau par la résistance pendant toute une nuit lors de l'opération Torch. Ce sont à peine 400 résistants français qui vont réussir à immobiliser 15 000 soldats pendant quasiment toute la nuit, jusqu'à ce que les Américains entrent dans la ville, et ce, avec des coups de génie. Le premier étant la capture quasiment sans effusion de sang de l'amiral Darlan, le chef de la France vichiste en Afrique du Nord, et pétainiste convaincu, qui est pris quasiment sans combat, puisque il ne s'attendait pas à trouver des résistants chez lui, et se contente de rentrer, de lui mettre un fusil d'assaut sous le nez, et de lui expliquer gentiment que c'est terminé, ce qui est quand même assez peu glorieux pour un amiral qui de toute façon connaîtra une fin tout à fait anticipée, puisqu'il sera assassiné quelques mois plus tard par un ancien résistant pour sa collaboration au régime de Vichy. Ce qui arrange d'ailleurs bien De Gaulle à ce moment-là, puisque Darlan faisait partie des têtes que les Américains avaient ciblées comme potentiellement utiles pour remplacer De Gaulle. Et ces résistants vont donc réussir à s'emparer du commissariat central, de la préfecture, des lignes de télégraphe et télécommunications. Bref, en l'espace de quelques heures, ils vont complètement bluffer l'armée française d'Afrique, et bluffer au sens littéral, puisque l'un des tours de passe-passe que vont utiliser les résistants face à l'armée d'Afrique, c'est que là où les Français sont équipés, on l'a dit, d'équipements d'armistice qui ont déjà plusieurs années derrière eux, surtout qu'on l'a dit, même s'ils ont récupéré un peu de matériel, ils doivent aussi composer avec ce qu'ils ont dans les stocks. Les résistants français ont obtenu quelques dizaines à peine de fusils automatiques britanniques, et l'un des représentants de la résistance va réussir comme ça à faire patienter plusieurs centaines de soldats devant un des bâtiments pris par la résistance, simplement en sortant du bâtiment avec le fusil d'assaut autour du cou, en allant gentiment voir le chef des troupes françaises et en lui expliquant que les types à l'intérieur avaient tous des fusils d'assaut comme ça, et que s'ils essayaient de rentrer, ça allait mal se mettre, et que tout ce qu'il leur demandait c'était de glandouiller un peu. Et le bluff a marché. C'est quand même assez fou, et je trouve que ça mérite d'être mentionné, parce que malgré toute l'efficacité de l'armée d'Afrique, malgré tout l'engagement des soldats qu'on verra par la suite en Italie ou en France, ils ont réussi à être bluffés comme ça par un type avec le fusil d'assaut du groupe qui a fait semblant qu'ils en avaient tous, qu'ils étaient tous armés jusqu'aux dents. Comme humour, c'est très français, je trouve. Voilà, donc petit aperçu très rapide de l'armée d'Afrique, de ses zouaves, de ses goumiers, de ses spahis, de ses tirailleurs, de ses chasseurs d'Afrique, qui ont rendu par le passé et qui continueront ensuite de rendre de bons et loyaux services à la France, même s'ils n'en seront pas toujours récompensés à leur juste valeur, et dont certains régiments d'ailleurs toujours aujourd'hui portent encore les noms, même s'ils ne sont plus officiellement déployés en Afrique, il reste toujours les noms des régiments de spahis et de chasseurs d'Afrique. On en a à Valence, pas très loin. D'accord, à Valence, ok. C'est vrai que quand on voit les images du débarquement de France, on a l'impression qu'ils ont toujours les pauvres en équipement complet et tout. Enfin bref. Ouais. Je me rends compte quand moi je suis en t-shirt, je transpire comme un bœuf, mais alors bref. Et d'ailleurs, j'en profite, je pense que vous avez dû le voir, mais je conseille aux auditeurs Indivian, qui est un film qui parle justement de l'armée d'Afrique, en tout cas des gens qui se sont battus du coup dans le sud de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai vu quand j'étais gamin, je l'ai pas revu adulte, mais je me souviens qu'il m'avait bien marqué ce film-là. Je le revois pas alors. Ah ouais, pourquoi ?
Ah, j'aime pas du tout. J'aime bien le fait que ça parle des coloniaux, hein, ça y a pas de souci. Ouais. Mais c'est juste que je rentre pas dedans. Je vois déjà, on va dire que je pinagne. Ouais. C'est-à-dire Mais- qu'historiquement, c'est compliqué, c'est ça? C'est ça. Je vois déjà Jamel Ah, merde. Debbouze avec un bras en moins engagé. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, quoi? Il peut même pas tenir un fusil. Enfin, il est sur le front. C'est rien que ça déjà, ça m'enlève, ça me Ça te sort sort du complètement film, du film. Et puis alors la bataille de fin, quand tu vois les Allemands qui arrivent en plein milieu de la rue, ils essayent pas de se cacher, de se mettre à couvert. Enfin, je demande pas que le moindre bouton soit historique, mais que juste un peu de bon sens, quoi. De Enfin, cohérence, c'est cool. Ok. Ouais, J'avoue, je après, me souviens, ça, je je me pense souviens pas qu'on du tout. pourra Je me faire souviens il m'avait marqué à l'époque, parce que je l'avais vu que je devais avoir 13 piges, je pense, un truc comme ça. ouais. Bah après, j'aime bien le fait que pour une fois, un film qui se concentre sur les soldats maghrébins et noirs, et ça j'aime beaucoup, mais on aurait pu faire tellement mieux pour pas grand chose de plus, quoi, pour pas de beaucoup de budget de plus, ou enfin bon. Ouais. à la limite, on pourra faire un truc spécial sur l'étude des batailles pourries au cinéma, Général, que ça ce peut soit être dans un- Game of c'est un beau Thrones ou que projet, ce ouais. soit dans. Ouais. Ok, bon, Parce on qu'il y met a ça, beaucoup, Je choisis une beaucoup à en bataille et dire. c'est une très bonne idée, je vais le noter, tu sais quoi. on met ça dans les tiroirs. Des hors-série, les batailles nazes du cinéma. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.